Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Plus de 3000 personnes ont perdu la vie dans des accidents routiers au Cameroun en 2024. Si l'état dégradé des infrastructures a souvent été pointé du doigt, les comportements à risque des conducteurs restent une cause majeure, trop souvent minimisée. Téléphone au volant, excès de vitesse, conflits en voiture, non-port de la ceinture de sécurité ou même cette pratique dangereuse où la fatigue pousse un conducteur à confier son poids lourd à un enfant de 10 ans, comme le montre une vidéo devenue virale. Des actes répréhensibles qui poussent à se demander pourquoi, malgré la conscience des dangers, certains persistent à jouer avec leur vie et celle des autres. Est-ce un manque de sensibilisation, une simple négligence ou le signe d'un fossé entre les formations à la conduite et les réalités actuelles des routes? Les explications de nos invités, on les aura dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, comme tous les soirs, place au journal. En ouverture, vous le savez, nous sommes vendredi saint pour les chrétiens, jour empreint de recueillement, de jeûne, de prière qui marque la commémoration de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est la deuxième étape du Triduum pascal, ce temps fort de la semaine sainte qui a été observé notamment à la paroisse Saint-Jean de Daido à Douala, à travers une célébration solennelle ponctuée de méditation et de témoignages. Les paroissiens, les chrétiens surtout, ont partagé leurs réflexions sur le sens de ce sacrifice. Ils réagissent au micro de Laurent Bongo et Fondrené Marquez. Christians worldwide, particularly in Cameroon, are observing Good Friday, a commemoration of the passion and crucifixion of Jesus Christ. In Langam Pope Oscar Eric, a priest at Saint Gérard Parish in Daido, explains the significance of Good Friday. Le vendredi saint fait partie des 3 jours du Triduum pascal. Le Triduum pascal commence jeudi, le jeudi saint, le vendredi, aujourd'hui, vendredi saint, et le samedi saint. On sait que le jeudi saint, c'est le jour où le Christ a institué l'Eucharistie, a ordonné les prêtres. C'est lui l'auteur du sacerdoce. Il a lavé les pieds de ses disciples pour leur apprendre à aimer leurs prochains comme lui-même il les aime. Et le vendredi saint, c'est le jour où nous célébrons sa mort. For some Christians at the parish, it is a moment of silence. Commémoration de la mort officielle. Et c'est un jour de silence, de jeûne et de retransformation personnelle. Donc pour moi, comme je l'ai dit, un moment de silence et d'apprentissage à se transformer personnellement et intérieurement. While others mark the day with fasting, sorrow and mourning. Le vendredi saint pour un chrétien est un jour de deuil. Le chrétien est en deuil parce que son Christ est dans la souffrance. Jésus est en train de souffrir et il va mourir bientôt et pendu sur la croix. Pour nous les humains, c'est très important pour nous. Also known as Holy Friday, it is observed during a Holy Week as part of the Paschal Triduum. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, les fidèles chrétiens de cette partie du pays ont commémoré la mort du Christ crucifié sur la croix. D'après les hommes de Dieu, c'est à travers sa passion et sa résurrection que le Seigneur a ouvert aux vivants les portes de la vie éternelle. De la paroisse Saint-Barnabé de Kogwo 1 à l'église évangélique du Cameroun à Tamja, les chrétiens ont appelé à une méditation et surtout à honorer la mémoire du Créateur crucifié ce vendredi saint pour sauver les chrétiens. Loïc Teguia et Franck Duroc-Tassonka, reportage. À la paroisse Saint-Barnabé de Kongwo, dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam, à l'ouest Cameroun, ce vendredi saint, les fidèles chrétiens commémorent la mort du Christ, une représentation des souffrances endurées par le Christ. Donc c'est une journée de deuil pour nous chrétiens.
Et le Seigneur a bien voulu que nous fassions mémoire de ça pour nous rappeler ce sacrifice qu'il a consenti, qu'il a bien voulu faire pour nous donner la vie. C'est un vendredi de silence, de méditation, parce que nous voulons suivre avec Jésus le parcours qu'il a fait pour aller au Golgotha, pour sa mort. Il a été crucifié pour nos péchés. Nous sommes reconnaissants pour sa miséricorde dans nos vies. Dans cette paroisse, l'histoire est retracée par le célébrant du jour. Les péripéties qui ont marqué la crucifixion du Christ doivent servir de boussole dans une société presque controversée. Mais la mystique de l'affaire, c'est avoir l'horreur du péché. Le péché. Jésus meurt à cause du péché et pour cela, celui qui a vécu le vendredi saint devrait se dire « Je ne ferai pas souffrir encore le Christ en faisant souffrir mon frère, en faisant souffrir ma sœur. » De cette paroisse au premier arrondissement de la ville, à l'église évangélique du Cameroun à Tamja, la passion du Christ sauveur et le chemin de croix au menu de la célébration. Payé de sa vie, il a subi ce qu'aucun être ne peut aimer subir. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés, pour que le monde soit restauré. C'est ça le message. Et nous pouvons dire que nous, les chrétiens, aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est justement parce que Christ a été mis à la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. C'est parce qu'il est mort que nous sommes sauvés. Sa symbolique, d'après la Bible, est l'expression du sacrifice de Jésus-Christ et son amour pour les hommes. Et en ce vendredi saint, les chrétiens de la ville de Yaoundé ont pris part à une marche symbolique retraçant le chemin de croix en mémoire de la passion du Christ. Cette procession que vous voyez en image spirituelle d'ailleurs marque un moment fort de recueillement et de foi. Un jeûne obligatoire est également observé pour commémorer la souffrance du Christ. Léopold Mbégapape, curé de la paroisse Saint-Esprit de Volier, a indiqué que plusieurs autres temps forts spirituels sont encore prévus pour la suite du Triduum pascal. Il s'exprime dans cet extrait sélectionné par Julien Bapungué. Le vendredi saint, nous célébrons et nous revivons la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un des événements au cœur de notre vie de foi. Nous célébrons la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reparcourons le chemin qu'il a parcouru en portant sa croix, autant pour moi, jusqu'à arriver au Golgotha, le lieu où il est crucifié, où il meurt par amour pour nous. Nous passons de la mort à la vie. Le Seigneur Jésus a voulu que la mort ne soit plus victorieuse, mais qu'avec lui, nous ayons la vie. Ça, ce sera le samedi saint. Et le dimanche de Pâques, nous allons célébrer cette joie de la résurrection, cette joie de la victoire, de la vie sur la mort, avec faste, événement qui est au cœur, événement central de notre vie de foi. Dans le reste de l'actualité, environ 400 jeunes Camerounais attirés par des promesses d'emploi et de salaire alléchants sont actuellement bloqués à Lagos, au Nigeria. On l'a appris de Ruben Tamba, un médiateur de l'ONU qui révèle avoir sauvé 41 d'entre eux, souvent persuadés par leur pasteur de payer des sommes importantes sous prétexte d'obtenir des emplois bien rémunérés au Nigeria ou en Afrique du Sud. Fandrely Marquez nous donne plus de précisions sur le fonctionnement de ce réseau d'arnaque à l'emploi. Ruben Tamba, a Cameroonian UN blockchain facilitator residing in Nigeria, has testified that Cameroonian youths have been scammed by Nigerians over the past 3 years with false promises of securing lucrative jobs and salaries. We have a whole lot of young Cameroonians who are promised job opportunities either in Nigeria or in South Africa, and with hope given to them that for them to bring a huge sum of money in Nigeria, that job opportunity can be given to them, and all documents are afférent to that given to them, which is a whole lot of a scam. According to Tamba, the scam is a sophisticated operation orchestrated by Nigerians in Lagos. This thing is being masterminded by Nigerians in Nigeria, in Lagos. They are capable of creeping South African phone numbers, which they use to indict their victims in Cameroon.
you have a close family member that travels there throughout the network, and when that one is stripped of his hard-earned money, he has to start now within his family circle and friendship circle, start giving those persons flippy reasons. Please, there are job opportunities. It is real, because maybe he might have been taken to some well-to-do places in Lagos. They will take pictures, they will do videos, they'll make him talk as he's in South Africa, he's doing well, or maybe he's in Lagos, he's doing well, and there is every need for him to bring 1 or 2 persons and all of that. So it's a well-mapped strategy, masterminded by people within their close family circles and friend circle. To date, he has rescued 41 Cameroonians from the situations, but notes that hundreds more remain in precarious conditions. They are being lodged like in a sitting room. They sleep on the floor, not even mattresses. They don't have good toileting facilities. They don't even eat. There are days they don't eat. That's the reality. There are days they don't eat, and if they happen to eat, it's maybe 1 time a day. His investigation also uncovered the involvement of certain pastors in Cameroon who exploit Christians by collecting large sums under the guise of securing jobs abroad. One of the informations that I have gotten is the fact that there are some persons brandishing themselves as pastors in some churches in Cameroon who spread those messages and have their wives collect money from their Christians in the name of that. The church has a job whatsoever in Lagos or in South Africa. Tamba laments the limitations of his role in combating the scam and urges the governments of both countries to intervene. La recrudescence des violations dont sont victimes les journalistes et les défenseurs des droits humains préoccupe la société civile camerounaise. Cette problématique était au centre d'un dialogue récemment organisé dans la ville de Yaoundé. À l'occasion, les ONG, les parlementaires et les partenaires techniques ont poussé la réflexion autour d'un projet de loi destiné à combler le vide juridique actuel sur la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes. Le compte-rendu de Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Un dialogue s'est récemment tenu dans la ville de Yaoundé pour soutenir l'adoption d'une loi spécifique sur la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes. Malgré son adhésion à plusieurs conventions internationales, le pays ne dispose pas encore d'un cadre juridique clair garantissant la sécurité et la reconnaissance de ces acteurs essentiels à la démocratie. Dans un contexte où le défenseur était des terroristes, le défenseur est présenté comme celui qui menace la stabilité, présenté comme celui qui est espion. Donc il y a tellement de clichés négatifs à l'endroit du défenseur que cette simple loi, le simple fait d'en parler est une avancée considérable pour cet acteur-là qui agit au quotidien, non pas pour ce qu'on semble dire, mais qui travaille longuement et durement, parfois au péril de sa vie, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, pour l'intérêt général au Cameroun. Face à plus de 60 cas de violations recensés en 2023, les participants, sociétés civiles, parlementaires et partenaires techniques ont débattu autour d'une proposition de loi visant à combler ce vide juridique. Objectif, vulgariser le texte et mobiliser un engagement collectif pour son adoption. Tout le monde ne contribue qu'à l'édification du Cameroun. Les voix critiques n'ont pas pour vocation à être éteintes. Les voix critiques ont pour vocation à aider à améliorer, n'est-ce pas, l'état de droit, la protection, n'est-ce pas, la mise en œuvre des politiques publiques. Donc on ne peut pas imaginer une démocratie sans tous les acteurs. On ne peut pas imaginer une démocratie sans les acteurs de la société civile qui ont la liberté et le pouvoir d'agir. La conférence débat interactive a permis la formation d'un plan de plaidoyer national. Pour les organisateurs, l'adoption de cette loi constituerait un pas décisif vers un état de droit renforcé, une meilleure protection des libertés et une cohésion sociale durable. Presidential Minutes. Les minutes présidentielles s'intéressent ce soir à la commission locale de vote. Si l'électeur doit exercer son devoir de citoyen dans un bureau de vote, cela doit être sous la supervision d'une équipe dédiée à cet effet qui veille à ce que
tout soit en ordre dès le matin et que tout se passe bien jusqu'à la fermeture. Qui sont les personnes qui composent cette équipe? D'où viennent-elles? Élément de réponse à la lumière du code électoral, lu pour nous par Roland Tsapi. Dans notre parcours de l'électeur, nous entrons dans le bureau de vote qui peut, comme on l'a dit précédemment, être une salle de classe. Qui y trouve-t-on? Le jour de l'élection, le maître ou le professeur a cédé sa place à un nouveau patron de la salle appelé le président du bureau de vote. Il est à la tête d'une délégation que le code électoral désigne par commission locale de vote. Article 54. 1. Il est créé pour chaque bureau de vote une commission locale de vote composée ainsi qu'il suit. Président, une personnalité désignée par le responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroun. Membre, un représentant de l'administration désigné par le sous-préfet, un représentant de chaque candidat, liste de candidats au parti politique. Se dit que dans chaque bureau de vote, l'électeur trouve d'abord deux personnes de manière incompressible. Le représentant de l'ECAM et celui de l'administration, complété par les représentants des candidats si c'est une élection présidentielle ou des partis politiques en liste s'il s'agit d'une élection locale. Exemple, s'il y a 20 candidats à une élection présidentielle, on aura dans un bureau de vote les 2 membres désignés et 20 représentants des candidats, dont un total de 22 personnes qui constituent la commission locale de vote. Selon le deuxième alinéa de cet article, au plus tard le 6e jour avant le scrutin, les noms des représentants de l'administration et des candidats, liste des candidats aux partis politiques choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote concerné sont notifiés au démembrement communal d'Elections Cameroun. En d'autres termes, toutes les personnes dans la salle qui composent cette commission locale de vote doivent avoir leur nom sur la liste des électeurs de ce bureau de vote. Ceci pour une raison simple, ils doivent être les premiers à voter et ils ne devraient pas aller ailleurs voter avant de revenir dans la salle. C'est dire que si un électeur constate qu'il y a parmi les membres de la commission quelqu'un qu'il connaît comme étant inscrit ailleurs, il peut le dénoncer. Bref, si une personne n'a pas son nom sur la liste électorale affichée devant le bureau de vote, il ne peut pas être membre de la commission qui va surveiller et veiller au bon déroulement du vote de ce bureau. Les noms de ces derniers, comme le dit la loi, doivent être transmis par chaque candidat et le sous-préfet au démembrement communal de l'ECAM 6 jours avant le scrutin. Et l'ECAM y ajoute le nom de son représentant et signe une note, comme le précise l'alinéa 3 de l'article 54. La composition de chaque commission locale de vote est constatée par décision du responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroun. Cette commission est alors la seule à pouvoir donner les ordres dans le bureau de vote, elle et elle seule, pas un sous-préfet, pas un policier ou un militaire, personne d'autre. Presidential Minutes. En santé, la première phase de la campagne semestrielle de consultation gratuite à l'hôpital militaire de région numéro 2 de Douala, lancée le 14 avril dernier, s'est refermée ce vendredi. En 5 jours, la formation hospitalière a pris en charge plus de 3000 patients de Douala et ses environs dans une dizaine de spécialités médicales. Selon la direction de l'hôpital, l'initiative vise à fournir des soins de santé de qualité à un coût réduit et à présenter l'hôpital militaire de région numéro 2 de Douala à la population. Laura Mbongo et Fondrene Marquez ont visité quelques services avant la clôture de la campagne. Regardons. For the past few days, the military hospital has been hosting patients from Douala and beyond for a free consultation and treatment campaign. As of Friday, the hospital management reported that approximately 3,000 patients had been consulted. According to Dr. Sepo David, Chief Medical Officer of the Hepato-Gastroenterology Service, most patients treated in his department suffered from digestive issues, diarrhea and parasites. Vous savez que les maladies du tube digestif sont très fréquentes, notamment les diarrhées, les parasites, les parasitoses. Et parfois, il y a des épidémies telles que le choléra, donc c'est un domaine assez sensible. Bon, les maladies les plus fréquentes en consultation spécialisée, ce sont les maladies gastriques qui peuvent aller jusqu'à 70-80% des consultations. Mais les hépatites virales également sont très fréquentes. Et vu qu'elles sont contagieuses et graves, potentiellement mortelles, elles doivent bénéficier d'un
d'un suivi particulier avec surtout de la prévention. In the obstetrics and gynecology department, Dr. Colonel Enyenge Sonia stated that she had received numerous patients struggling with infertility issues. Nous avons surtout rencontré des problèmes d'infertilité. Les femmes qui se plaignent pour les masses dans les seins. Aussi les problèmes que nous allons mettre dans le cadre des vulvovaginites, les démangeaisons. Voilà un peu. Et aussi enfin les problèmes de chirurgie, certaines femmes qui dans d'autres hôpitaux devaient être opérées et parce que nous sommes à campagne, voudraient qu'elles soient opérées chez nous. Meanwhile, in the nutrition department, nurse Zara Abdullahi reported attending to patients seeking weight management and dietary guidance. Pathologies les plus rencontrées lors de la campagne sont l'obésité, les malades qui viennent pour le rééquilibrage alimentaire dans le cadre des pathologies cardiovasculaires, du diabète, et puis ceux qui viennent pour avoir une alimentation saine et équilibrée. The hospital management explained that this initiative aims to provide quality health care at a reduced cost and bridge the gap between the military hospital and the civilian population. En cette veille de célébration de la Pâque, nous vous invitons à présent à découvrir l'un des symboles de l'Église catholique dans la ville de Douala, la cathédrale Saint-Pierre et Paul, ce haut lieu de foi et de patrimoine érigé entre 1933 et 1936. Un chef-d'œuvre architectural chargé d'histoire et de spiritualité qui continue de fasciner et d'inspirer. Théodanto signe la découverte de ce soir. Situé au cœur de la ville de Douala, à la limite territoriale entre les quartiers d'affaires Akwa et les services administratifs de Bonanjo, se dresse majestueusement la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Un véritable monument d'histoire et de foi, niché dans le quartier de Bonadibon. Construite entre 1933 et 1936, cette cathédrale est l'une des plus anciennes du Cameroun. Elle repose sur un terrain offert gracieusement par Andreas Kwambange, premier baptisé du Cameroun en janvier 1889 et premier catéchiste catholique sous le protectorat allemand. Son baptême a marqué le début officiel de la présence catholique sur le territoire camerounais. C'est l'église mère du diocèse, c'est ça la cathédrale. Et en quelque sorte, disons que c'est la paroisse de l'évêque. Et donc l'évêque confie la charge de cette église à un prêtre qu'on appelle le recteur de la cathédrale, parce que le curé de la cathédrale, en réalité, c'est l'évêque lui-même. Avec son architecture gothique impressionnante, l'édifice présente la forme d'une croix. Il s'étend sur 83 mètres de long, 33 mètres de large et s'élève à 29 mètres de hauteur. Le chœur s'étale sur 36 mètres de large, donnant à l'intérieur une impression de grandeur et de sérénité. C'était des cathédrales antiques qui étaient construites sur la base d'une croix qui représentait la crucifixion du Christ. Et aussi, il fallait qu'elles soient majestueuses. C'était des architectures romaines gothiques. Ceux qui venaient enseigner l'enseignement chrétien, quand ils venaient, il fallait que forcément que ça représente qu'on ait la même continuité dans la construction. Moi, la cathédrale est un lieu sacré qui mérite tout le respect, surtout quand on a Dieu en soi. Au seuil là, quand moi j'arrive, c'est l'inclinaison, je ressens. Là même quand je suis en train de vous parler, je sens qu'il y a une présence plus forte, une bonne présence. À l'intérieur, la voûte céleste surplombe un chœur imposant où se distinguent chairs
et les espaces réservés aux anciens de l'église. De hautes colonnes soutiennent la structure et renforcent l'élégance verticale du bâtiment. Grâce à de grandes fenêtres perforées, l'acoustique comme la ventilation naturelle sont parfaitement maîtrisées. Mais la cathédrale ne se limite pas uniquement à son architecture. Elle est au cœur d'un vaste complexe qui comprend l'archevêché, les bureaux des évêques, l'école Saint-Jean-Bosco, l'imprimerie Macacos ainsi que le bâtiment abritant Radio Veritas et la télévision catholique. Lorsqu'on franchit la barrière de l'évêché, on trouve un élevage de poulets, d'autruches, de dindons. Non loin de là, on trouve une librairie chrétienne et de nombreuses petites boutiques proposant objets religieux. Il y a ces objets de piété qui sont mis à notre disposition et qui sont vendus. Vous allez trouver les Bibles, les huiles d'olive, les encens, les croix, les chapelets, tout ce qui concerne la chrétienté en général. À l'arrière de la cathédrale, on trouve un lieu chargé de recueillement, le caveau de la chapelle. C'est ici que reposent les figures marquantes de l'église du Cameroun, dont le cardinal Christian Toumi, Andreas Kwambangé, Monseigneur Bono et bien d'autres. Plus qu'un lieu de culte, la cathédrale Saint-Pierre et Paul est un symbole vivant de l'histoire religieuse, culturelle et spirituelle du Cameroun. Un lieu plein de mystères et de sainteté qui continue d'inspirer et de rassembler. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. L'usage du téléphone au volant figure parmi les principales causes d'accidents à l'origine des milliers de morts chaque année sur nos routes. D'après des statistiques du ministère des Transports, 2226 cas d'infraction de manipulation de téléphone ont été enregistrés au volant. Des comportements dangereux sur la voie publique. En dépit des campagnes de lutte contre ces attitudes qui mettent en péril la vie des Camerounais, des vidéos filmées par des passagers à l'insu des chauffeurs montrent comment leurs conducteurs exposent la vie des occupants de leur véhicule, partagés entre conduire et surfer sur leur téléphone portable. Comment les autorités du ministère des Transports et de la prévention routière de la gendarmerie nationale peuvent-elles sévir pour mettre fin à ce phénomène qui rallonge la liste des causes d'accidents mortels? La lecture de Jean-Paul Chouniat. Si le très mauvais état des routes et les défaillances des véhicules sont cités parmi les causes des centaines d'accidents de la circulation qui tuent des milliers de Camerounais et endeuillent des familles chaque année, les conducteurs au volant sont tenus pour principaux responsables de ces hécatombes sur nos axes routiers en raison des comportements dangereux qu'ils affichent au volant de leurs engins. Même si les chauffeurs des camions de marchandises ou de transport de sable sont régulièrement tenus pour coupables de cette tragédie par leur tendance à occuper tout seuls la voie publique sans se soucier des autres usagers en circulation, les conducteurs de bus de transport interurbain tiennent une grosse part des responsabilités dans ces accidents. Roulant généralement à tombeau ouvert pendant des voyages de jour comme de nuit, certains ou alors la plupart de ces chauffeurs jouent avec la vie de plusieurs dizaines de passagers à bord de leur bus de 30 ou 70 places. Cas palpable, 3 de ces chauffards de plusieurs compagnies de transport filmés par des passagers sur le parcours de la boucle Douala-Yaoundé-Bafoussam-Douala, baptisé en son temps le triangle de la mort pour le nombre de Camerounais qui ont perdu la vie. Et chacun d'eux, à défaut d'ivresse, de fatigue ou de violentes disputes avec les passagers, les conducteurs sont devenus presque accros à leur téléphone. Regard détourné du chemin à suivre et les yeux rivés sur les doigts d'une main, manipulant le clavier et l'autre main, tenant légèrement le volant d'une bête qui avale en toute vitesse des kilomètres de chaussée. D'ailleurs, à propos, les données du ministère des Transports publiées le 12 mars dernier révélaient 2226 cas d'usage de téléphone portable au volant, enregistrés sur 1500 véhicules équipés d'un dispositif d'intelligence artificielle, transmettant en temps et en heure tous ces écarts de comportement sur la route.
Si ces 2226 infractions pour usage de téléphone portable au volant sont enregistrées sur seulement un échantillon de 1500 voitures, très largement en deçà d'au moins 30 000 véhicules en circulation sur nos routes, un jeu de calcul rapide donnerait une moyenne de comportement dangereux un peu plus de 10 fois supérieure au total d'infractions enregistrées au ministère des Transports. Au-delà des accidents causés par les attitudes des autres usagers sur la route, comment l'État doit-il dès lors durcir le ton en frappant si sévèrement tous ces chauffeurs qui, au lieu de se concentrer uniquement sur comment conduire sains et saufs à destination leurs passagers, préfèrent se lancer dans un jeu de la mort, leur attention et concentration partagée entre volant et téléphone portable, mettant ainsi en péril des vies humaines. Et on parle justement de l'attitude de ces chauffeurs au volant avec nos invités ce soir. Alban Guessier est le président régional du syndicat des exploitants d'auto-école. Bonsoir, merci d'être avec nous, Alban. Bonsoir Claude Maillot, bonsoir Jean-Paul et bonsoir Monsieur Daïrou. Justement, Monsieur Daïrou Tella, il est avec nous en plateau. Il est le secrétaire général du syndicat des chauffeurs du transport routier du Cameroun. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir Madame Maille. Bonsoir également à Jean-Paul Chuniat, journaliste à Balafon Média. Bonsoir Claude Maillot, bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonsoir à nos invités. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits aux chauffeurs, notamment celui de ces attitudes répréhensibles là, au volant. On a eu dans l'élément de Jean-Paul Chuniat un aperçu avec cette vidéo devenue virale d'un chauffeur au volant en train de manipuler son téléphone portable. Mais il y a surtout cette vidéo qu'on verra tout à l'heure avec l'aide de la régie, la vidéo de cet enfant de moins de 10 ans. Au volant d'un gros porteur. Daïrou Tella, vous représentez dans le syndicat des chauffeurs. Quand vous regardez cette vidéo que vous-même m'avez envoyée, est-ce que vous reconnaissez vos chauffeurs dans de telles attitudes? Merci, bonsoir. Premièrement, l'acte est condamnable. Ça, on peut traiter ça d'un criminel, puisqu'ils mettent vraiment la vie d'un enfant en danger aussi, nos populations, quoi. Et cette vidéo, ça nous fait mal, nous tous. Et on ne peut pas accepter l'eau là. On ne peut pas accepter. On ne peut pas pardonner ça. Puisque ça, c'est pas un chauffeur. Parmi les chauffeurs, il y a des chauffeurs professionnels, il y a aussi les tourneurs volants. Quelle est la différence entre les deux? Puisque le chauffeur tourne le volant de toutes les façons. Bon, dans notre jargon, il y en a certains qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas passés par les écoles de formation. Ils sont sortis de nulle part, parce que peut-être son oncle a payé le véhicule et il est venu, on lui a fabriqué un permis. Aujourd'hui, les chauffeurs, il est en route comme nous, les professionnels. Et ça aussi, c'est une sorte de virus dans l'activité. Justement, dans l'activité, c'est fréquent. Il y a le cas de ce chauffeur au téléphone en train de surfer, certainement. Les cas de ces chauffeurs en train de se disputer avec des passagers. Les cas de ces chauffeurs qui ont pratiquement la jambe au niveau du volant parce qu'ils veulent se détendre les jambes après certainement avoir passé autant de temps en route au volant. Il y a les cas de ces chauffeurs qui sont pour la plupart inconscients. Le syndicat est généralement informé de ces situations et tout. J'imagine que vous organisez des campagnes de sensibilisation, des assises. Mais pourquoi, de votre point de vue, ça persiste? Oui, le problème, premièrement, il y a un problème qu'on a avec nos différents patrons. C'est-à-dire, les patrons ne recrutent pas les chauffeurs professionnels. Puisque aujourd'hui, dans nos différents syndicats, on forme. On fait le recyclage chaque dimanche. Mais c'est que là, les chauffeurs professionnels sont chers. Ils ne coûtent pas cher quand même que la vie d'un être humain. Mais vu que les patronats ne veulent pas donc embaucher des professionnels, ils préfèrent donc se rabattre sur les chauffeurs, comme vous venez de voir, les chauffeurs bus qui manipulent le téléphone. Vous allez le demander, il n'a pas un salaire de 100 000, peut-être 80 000, 70 000. Des patronats, certains patrons, ils se ravitaillent dans les poubelles. Ils ne peuvent pas prendre des chauffeurs professionnels pour conduire les bus ou les camions. C'est-à-dire ils ont peur de payer. Et cette mentalité de mettre le pied, comme vous venez de dire, de mettre des enfants au volant, aussi d'utiliser le téléphone, vous allez voir que c'est les chauffeurs qui ne sont pas bien payés.
Et c'est les chauffeurs qu'on ramasse de nulle part pour venir les placer parce qu'ils sont là, ils ont le permis. Aujourd'hui, ils se disent chauffeurs, mais ils ne sont pas professionnels. Et vous ne verrez pas ça avec certains bus VIP. Puisque là-bas, ils essayent d'aménager, de former les chauffeurs et de chercher aussi les bons chauffeurs. Et là, les chauffeurs, là aussi, ils exigent peut-être un montant aussi un peu élevé, c'est-à-dire environ 300 000, 400 000 de salaire. Là, vous allez voir, les comportements est différent d'autres. Tous sont des chauffeurs bus, nous sommes tous des chauffeurs camionneurs, mais nos comportements diffèrent. C'est-à-dire certains chauffeurs citernes, ils sont mieux payés que nous aujourd'hui, mais leur comportement est différent de nous marchandises peut-être, puisqu'ils ont l'assurance maladie jusqu'à les enfants, la famille, tout ça, et ils ont un salaire fin du mois, ils savent que non, fin du mois arrivé, ils pas toucher à la banque, conscience et tranquille. Mais lorsque toi-même tu es avec 60 000 comme salaire, tu comptes travailler quoi? C'est ça le véritable problème. C'est parce que le chauffeur, aujourd'hui on ne recrute pas les chauffeurs professionnels. On recrute de n'importe qui pour mettre dans les bus, soit dans les camions pour dire qu'il est chauffeur. Tout le monde est chauffeur, mais tout le monde n'est pas aussi chauffeur. Donc le véritable problème, les patrons ne veulent pas payer les employés. Ils peuvent prendre les cousins, comme celui qu'on a vu en train de former son fils, un enfant de 4 ans. Demain, après-demain, vous allez voir, il va payer le camion et remettre à l'enfant. C'est comme ça. On ne peut pas passer par des centres de formation, pas d'auto-école, rien, pas de connaissances même de ces métiers. Et ils sont en route. Mais parfois, même dans le cas de notre métier, Jean-Paul Chouniat, parfois l'expérience compte. On a avec nous le représentant du syndicat des exploitants d'auto-école. Daïrou posait le problème tout à l'heure du professionnalisme de ces chauffeurs-là, qui pour la plupart ont des permis, mais qui se distinguent par de tels comportements. Est-ce que le permis fait toujours, montre toujours le professionnalisme? Quand vous allez dans une entreprise, par exemple, en tant que chauffeur, la première des choses qu'on vous demande, c'est si vous avez effectivement un permis de conduire. Donc, ça fait foi plus que l'aptitude même au volant. À l'auto-école, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait? Et comment quand on est au volant, quand on est passager, par exemple, d'un véhicule, on peut reconnaître qu'ici, on est conduit par un bon chauffeur, même si ce dernier a un permis de conduire. Bon, merci de me passer la parole, Claude. Mais je veux déjà dire en entrée de jeu que le permis de conduire, on l'a. Mais ce n'est pas parce qu'on est titulaire d'un permis de conduire au Cameroun, je dis bien au Cameroun, qu'on va dire qu'on est bon conducteur. Parce que les méthodes d'obtention du permis de conduire au Cameroun restent à revoir. Il y a pas mal de personnes qui sont détenteurs de permis de conduire au Cameroun. Ils ne se sont jamais assis dans une auto-école pour suivre une seule leçon. Est-ce que le problème ne se situe pas à votre niveau? Non, le problème ne se situe pas entièrement au niveau des promoteurs d'auto-école. Parce que, je veux dire, les brebis galeuses existent partout. Parce que pour être quand même détenteur d'un permis de conduire, il faut la complicité d'une auto-école. La complicité d'une auto-école parce qu'il y a des personnes, on dit au quartier, qui font la collection, le ramassage des gens qui sont dans le besoin de permis de conduire, viennent me voir, je vais te faire le permis de conduire, tu n'as pas besoin d'être présent. Il prend ce permis de conduire, il l'oriente vers des promoteurs véreux, des promoteurs qui ne se contenteront que des miettes et présenteront ces candidats à l'examen du permis de conduire. Et à cet examen-là, ils ne seront pas évalués. Ils ne seront même pas présents. Ça existe, je vous dis qu'il y a des régions au Cameroun, plusieurs fois le syndicat a dénoncé pour faire annuler des procès-verbaux d'examen de permis de conduire, après des rapports et des constats du CIE. Donc, c'est pour cette raison que je dis, ce n'est pas tout le monde qui est titulaire d'un permis de conduire qui est censé être bon chauffeur. Surtout que, pour être conducteur expérimenté même, il faut être titulaire d'un permis de conduire pendant 24 mois, 2 ans. Donc j'ai passé mon permis de conduire à l'auto-école, j'ai exercé, j'ai conduit normalement pendant 2 ans. Les 2 premières années, je suis conducteur novice. Et après ça, je suis considéré comme conducteur expérimenté. C'est également valable pour les titulaires de permis de conduire de passer des recyclages tous les 2 ans. C'est ce qui se passe dans certaines entreprises sérieuses. Quand elles recrutent des chauffeurs, avant de te confier un véhicule,
oui, tu as passé ton permis de conduire, c'est une bonne chose, mais nous allons t'évaluer en interne. Ils font appel aux experts de conduite automobile qui viennent faire des évaluations pour leurs conducteurs. Voilà des moyens pour assainir. Monsieur Daïro a parlé aujourd'hui, tout à l'heure, des chauffeurs citernes, une catégorie dans laquelle on retrouve aujourd'hui moins d'accidents. Moi, je vous le dis parce que c'est une catégorie d'usagers que je forme. Et toutes les 2 années, ils viennent faire un recyclage. Toutes les 2 années. Ça, c'est pour les conducteurs déjà habilités, qui sont recrutés, qui ont été évalués. Et avant, il y a la formation, le recyclage et les formations initiales. Les formations initiales, ce sont des nouveaux conducteurs qu'on veut accepter, à qui on veut attribuer une flotte de véhicules ou un véhicule. On les évalue pour voir s'ils ont de bons réflexes. Quand ils n'ont pas la note requise, ils ne seront pas habilités. Et je vous assure, 99% de ces personnes qui viennent généralement en formation initiale, à la fin, ils disent « Monsieur, vous venez de nous sauver la vie ». Parce que hier, j'étais conducteur de camion Ben, pour un peu catégoriser, ou bien conducteur de marchandises. Je n'avais jamais fait de recyclage de formation. J'étais sûr que je suis le meilleur conducteur au monde. Je conduisais avec le poids mort, mais vous venez de me montrer, avec des vidéos à l'appui, que c'était une méthode dangereuse. Monsieur, je vous remercie, vous m'avez sauvé la vie. Donc les gens ont besoin de formation. Et comment faire pour orienter les gens vers les formations, vers les auto-écoles? C'est la mission du gouvernement. Parce que, en route, l'impunité qui est cause d'un bon nombre d'accidents et d'incivisme sur les voies de circulation au Cameroun. Et la question de tout à l'heure, c'est comment reconnaître qu'on est conduit par un bon chauffeur. On a déjà eu à le voir dans les vidéos, des passagers qui se plaignent de la conduite d'un chauffeur, peut-être à cause des mauvais dépassements, mais est-ce que dès le démarrage, on peut savoir qu'ici, le chauffeur n'est pas expérimenté? Bon, je pense que quelqu'un qui est méticuleux, dès les 5-10 premières minutes, peut constater que ce chauffeur n'est pas expérimenté, que c'est comme il a dit, un assassin, quelqu'un qui n'a pas de notion. Je prends un exemple. Au feu rouge, même l'enfant de la maternelle sait qu'on ne circule pas au feu rouge. Si je suis dans un véhicule, je vois un conducteur qui traverse quand le feu est rouge, qu'est-ce que je retiens directement? Je sais que ça, c'est un danger pour moi. Quand je vois quelqu'un qui fait le dépassement du mauvais côté, c'est-à-dire on roule en marche normale, il fait un dépassement par la droite, pourtant les dépassements se font à gauche. On voit des conducteurs même de moto, tu n'es même pas, tu n'as aucune notion de moto, Claude Maillot. Mais quand tu es derrière une moto, tu vas constater que non, celui-ci est en train de mal conduire. On a vu des femmes dire, monsieur, déposez-moi, déposez-moi, je vous paye, vous continuez votre chemin, parce qu'elle sent qu'elle est en insécurité. Donc, c'est le bon sens. C'est le bon sens pour quelqu'un qui n'a pas de notion de conduite, de constater, de remarquer que tel chauffeur ou tel conducteur n'est pas expérimenté. Donc c'est le bon sens, on détecte ça, on n'a pas forcément besoin d'être un ancien chauffeur, d'être un enseignant en conduite automobile, même un simple usager vous dira que celui-là a conduit. Moi je vois des mamans qui sortent des voyages, souvent on les voit dans des agences de voyage, là, ça arrive, elle dit c'est Dieu qui nous a ramenés. Oui, elle vous le dit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, le monsieur s'il voulait nous tuer en route, les dépassements qu'il faisait, chacun serrait le cœur. Mais si vous tentez, le premier, de dire au chauffeur, c'est pas bon ce que tu fais là. Je vous assure, sur un bus de 70 personnes, vous verrez que plus de la moitié est contre vous. Je dis plus de la moitié des passagers. Laisse le chauffeur conduire, tu veux lui apprendre ton travail. Pourtant, c'est celui-là qui dit chauffeur, fais gaffe, qui veut protéger vos vies. Mais on va l'assaillir et l'empêcher de s'exprimer. Donc c'est un peu déplorable. C'est pour ça l'expression de la sécurité routière, on dit, tout le monde est responsable. Les responsabilités sont partagées du passager, du conducteur et de tous les usagers de la route. Même celui qui est en train de conduire dans un autre véhicule, s'il remarque qu'un conducteur fait un mauvais dépassement, moi je vous dis, j'ai eu à dépasser un camion, le pousser à ralentir, garer, lui dire, monsieur, changez votre manière de conduire. Sans compter des fois où, moi je termine même
le voyage dans un bus de transport en commun, en prenant le volant, parce que j'ai un permis pour toutes les catégories, j'ai été formé pour cette catégorie-là. Et à la fin, quand j'arrive, je ne vous dis pas, c'est les remerciements des autres passagers, que c'est Dieu qui t'a mis dans notre véhicule, c'est qu'on serait mort. Vous voyez, c'est ouf de soulagement, mais chacun est là, étouffe. Chacun est dans un véhicule, il étouffe, il ne veut pas parler. Pourtant, vous aviez tous le même problème, mais je m'étais au risque de mourir. Quand je vais mourir, je me... Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que les passagers parfois sont impuissants? Lorsque vous montez dans les bus de certaines agences de transport interurbain, vous voyez par exemple des numéros verts, des numéros à contacter en cas de plainte et autres. Mais étant déjà dans le véhicule, vous allez appeler, qu'est-ce qui va changer? Parfois, le nom m'échappe. Alban l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous décidez de vous plaindre, c'est vous qui êtes mal vu dans le véhicule parce que vous voulez donner des leçons à un chauffeur qui semble être expérimenté. N'est-ce pas justement parfois le problème de cette liberté que les passagers n'ont pas forcément, même si la vie ne vaut pas quoi, une humiliation? Oui, Claude, en toute chose, il faut quand même reconnaître que dans un domaine comme la conduite, vous savez aussi qu'avec les accidents qu'on a un peu partout, parfois il y a la psychose des accidents. Moi, je suis conducteur, donc il y a des véhicules dans lesquels, des véhicules de transport que je prends, mais quand vous regardez la conduite du chauffeur, il est irréprochable, mais il y a des passagers, à cause de la psychose des accidents, la moindre manœuvre, ils se mettent à crier alors qu'en réalité, ils n'ont pas la capacité d'apprécier le geste qu'a posé un chauffeur. Pour effectuer un dépassement, il y a des conditions à réunir, à remplir évidemment, à savoir que maîtriser votre vitesse, vous assurer que la distance de dépassement que vous voulez effectuer, vous aurez suffisamment de marge de manœuvre pour terminer votre dépassement. Au sommet de côte, il ne faut pas engager un dépassement puisque vous n'avez pas la visibilité. Donc ce sont autant d'éléments que parfois le passager qui est assis, qui n'a aucune notion de conduite, vous voit engager un dépassement, se met à crier, alors qu'en réalité, il n'y a aucun danger dans l'action que vous êtes en train de mener. Je le dis d'expérience parce que ma première fois de faire l'axe Bafoussam-Douala, j'avais porté 2 personnes au niveau de Tchang qui ne savaient pas que c'était ma première fois de faire la route. Mais je ne peux pas vous dire qu'en route, ils étaient calmes, ils n'ont rien dit. C'est quand on arrive à Douala que le passager qui était à côté de moi, qui était mon frère, me dit « Ah, dis donc, pour une fois, tu as fait quelque chose. » N'ayant même pas remarqué un dysfonctionnement dans ma façon de conduire ou une faute, ils ont sursauté dans le véhicule. Comment quelqu'un qui prend là, comment on a fait pour monter dans un véhicule de quelqu'un qui prend l'axe nous pour la première fois? Vous voyez? Donc c'est dire que il y a un certain nombre d'informations ou une certaine psychose telle que quand c'est installé, dès que vous prenez le bus, même si c'est le plus bon conducteur, dès qu'il engage une action qui ne vous convainc pas, vous paniquez et puis il y a des gens qui ne retiennent pas. Hein, on ne vit plus, vous dire carrément qu'on ne vit pas 2 fois. Donc il y a ça. À côté de ça, il faut reconnaître qu'il y a des conducteurs qui ont quand même des agissements qui prennent beaucoup de risques. Parce que c'est ça dans la conduite. Il ne faut pas prendre des risques qu'on ne prend pas. Vous allez prendre aujourd'hui, vous voyez des gens qui engagent un dépassement à un sommet de côte. Il a la chance qu'il y ait un véhicule qui ne vient pas en face, il passe et il croit qu'il maîtrise, il est fort. Alors le prochain dépassement, il se retrouve au même sommet de côte et dit bon, je l'ai fait, j'ai réussi, surtout si ça peut réussir. Après, quand il tente, il se retrouve dans une collision. Donc voilà des attitudes. Tout à l'heure, Alban et M. Daïrou ont parlé de bon sens. Vous voyez, la conduite avant tout, c'est le bon sens. Donc si vous faites preuve de beaucoup de bon sens, parce que n'oubliez pas que tout ce qu'on enseigne dans les auto-écoles, tout ce qui est écrit et codifié, ce sont des gens qui ont eu du bon sens et se sont assis, ont mis toutes ces connaissances dans des documents que les autres apprennent aujourd'hui. Donc si vous avez la capacité de bon sens, je peux vous assurer que vous pouvez conduire en toute sérénité sans paniquer. Je le dis pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a vu une image de cet enfant qui a à peine 10 ans, qui prend le volant. C'est vrai que l'image choque, mais n'oublions pas que le métier de la conduite, c'est comme tous les autres métiers du monde. Il y a des gens qui peuvent être doués, il y a des gens qui peuvent avoir la passion, il y a des gens qui ont
Parce que là, c'est ce qu'on voit. On ne sait pas si ce conducteur, avec son enfant, ils sont allés dans... C'est pas pour légitimer ce qui est fait, hein. Ils sont allés dans un espace libre où l'enfant brûlant tellement d'envie, de passion, de tenir le volant. Il s'est quand même essayé plus d'une fois. Regardez l'assurance de l'enfant au volant. Il ne panique pas, il n'a pas peur, il est plutôt à l'aise, même si c'est dangereux. Mais je dis, il faut... Vous voyez que la route est dégagée, il n'y a pratiquement personne en route. Et peut-être qu'il a pris le risque de donner le véhicule à l'enfant en se disant que, au regard des expériences qu'on a déjà eu à faire, il peut. Donc, je ne dis pas ça pour justifier. Mais conduire, ça peut être aussi une passion. Moi, j'ai été passionné, mon papa était conducteur, donc j'ai commencé à toucher au volant, j'avais à peine 7 ans. Donc, vous voyez, je ne dis pas pour justifier, mais je dis que c'est très dangereux, mais toutefois, il faut que cela soit bien encadré pour que le pire n'arrive pas. Parce que dans la conduite automobile, la seule chose qui reste et demeure pour éviter tout accident, c'est d'être prévenant. C'est la prévention. Savoir se comporter, on dit souvent, maîtriser ses connaissances et ses capacités, maîtriser l'état de son véhicule, maîtriser la route, maîtriser l'attitude, lire l'attitude des autres usagers de la route qui viennent en face de vous. Quelqu'un peut vouloir engager un dépassement. Vous avez certes la priorité ou bien vous êtes sur votre bon côté. Mais si vous voyez qu'il est en train de faire une manœuvre dangereuse, vous n'allez pas vous livrer au nom du fait que vous êtes prioritaire ou bien vous êtes sur votre côté. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de détails qu'il faut rassembler pour que la conduite sur la route soit moins dangereuse. Mais lorsque la conduite est dangereuse, on voit souvent le ministère des Transports faire des sorties, surtout lorsqu'il y a mort d'homme, des retraits de permis, des suspensions d'agence, ainsi de suite. Est-ce qu'au niveau des syndicats, vous disposez d'assez de ressources pour écarter un chauffeur, par exemple? En journée, lorsque je discutais avec le président de votre syndicat, il disait que le ministère des Transports a été saisi, notamment pour le cas de ce chauffeur qui a remis le volant à l'enfant. Mais est-ce qu'au niveau même des syndicats des transporteurs, il y a un moyen de mettre de côté des chauffeurs qui se distinguent par de tels comportements? Oui, effectivement, dans mon syndicat, sur nos cartes de membres, d'abord, il y a les points. C'est-à-dire, si tu fais l'accident, comme nous l'appelle, dégâts simples, dégâts matériels, il y a certains accidents qu'on juge nous-mêmes. Après le constat de la gendarmerie, on prend le temps d'étudier et voir comment on peut retirer certains points. Des fois, si c'est l'accident, on voit que c'est toi qui as occasionné, on te retire même 5 points. Et si c'est un accident mortel, des fois, nous, on te retire du syndicat. Si tu fais l'accident mortel une fois, 2 fois, nous, on ne veut plus les chauffeurs comme ça. Si c'est toi qui as occasionné. Oui. Et si c'est arrivé, c'est l'accident, il y a aussi le motif que ça arrive que c'est quelqu'un d'autre qui est venu te trouver et où tu es en panne, une moto est venue en cas d'erreur, ça c'est autre chose. Mais juste là, ça joue. Parce que là, tu vas perdre 25 points. C'est 100 points. Et sur les 100 points, si déjà que tu fais l'accident mortel 2 fois pendant 2 ans, on va te retirer du syndicat. Donc, est-ce que quand vous le retirez du syndicat, c'est suffisant? Est-ce que ça lui empêche d'aller exercer ailleurs? Continue de conduire sans être membre du syndicat. Juste pour nous, premièrement, nous on forme les chauffeurs. Nous avons un centre de formation professionnelle. Et on a les techniciens qualifiés. Et cette formation est gratuite. Donc, vu le recyclage, d'abord les comportements, si tu roules même dans la nuit, des fois à partir de 22 heures, si tu ne te reposes pas, on constate que tu roules dans la nuit, on t'amène au recyclage. Si on voit qu'en route, tu fais les mauvais dépassements, ou même les gendarmes nous interpellent, ou la police, on t'amène au recyclage. Et si ça arrive que ce recyclage n'a pas permis à ce que tu comprennes que bon, tu es professionnel, et nous, ce qu'on cherche même dans tout ça, c'est conscience professionnelle. Tu dois être conscient de ce que tu fais, et c'est ton métier. On n'a pas à jouer avec gagne-pain. Donc si aujourd'hui, avec toutes ces formations que nous on est en train de faire, et que quelqu'un ne respecte pas, ça veut dire que il n'est pas professionnel, peut-être il ne deviendra jamais même professionnel. Mais connaissant les réalités de certains chauffeurs qui sont obligés d'accumuler les voyages, ainsi de suite, pour pouvoir joindre les deux bouts, parce que la rémunération n'est pas à la hauteur de la tâche, est-ce que la sensibilisation suffit? Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui doit également être fait au niveau des patrons, puisque ce sont eux qui mettent les chauffeurs en route? Bon, aujourd'hui, ce que nous on déplore, c'est-à-dire aucun patron, je peux dire quelques patrons et peut-être qui respectent donc
ce que dit notre pays, ce que dit la loi. Puis la loi est claire. Si on nous payait normalement comme dit la loi, c'est qu'il n'y aura même pas, je peux dire, il n'y aura même pas les accidents, comme vous venez de souligner. C'est-à-dire qu'il y a des chauffeurs qu'on chasse de primes. Moi-même, j'ai été chauffeur grimé. Nous sommes des chasseurs de primes. Et avec ces chasseurs, donc, quand on chasse de primes, il y a, comme le frère venait de dire, il y a ce qu'on appelle poids mort. On est obligé de le faire. Il y a le poids mort, il y a l'excès de vitesse. À tout prix, il faut que donc, tu fais des voyages pour obtenir quelque chose. Puisque, par exemple, si tu fais Douala-Yaoundé, tu n'as pas de salaire, on te dit tu as 10 000 francs par voyage. Tu n'as plus de salaire, tu as 10 000 francs par voyage. Il te faut courir au moins si tu fais même 10 voyages par mois. Ni un jour, tu ne rentres plus à la maison pour obtenir les 100 000, au moins c'est 150 000. Si tu veux l'argent. C'est si par exemple tu fais peut-être Garoua, tu as une prime de 50 000, tu n'as pas de salaire. Donc il te faut donc courir derrière les primes pour joindre les deux bouts. Donc il faut que le gouvernement aussi voit quelque part, il faut supprimer l'autre là, puisque nous on a déjà complété pour qu'on fait un salaire fixe pour dire qu'il n'y a plus de primes. On essaie de respecter donc une convention qui a été signée depuis 2005. Donc que le gouvernement a du mal à mettre ça en pratique. Sinon on n'aura plus ces problèmes. Puisque aujourd'hui même les chauffeurs bus n'ont pas un bon salaire. Et ils chassent aussi c'est-à-dire la ration. Primes, oui. Ils appellent ça la ration. Avant de voyager, on te donne 5 000. Et par jour, il te faut faire Douala-Yaoundé au moins 3 voyages ou 4 voyages, 4 départs jour. Quand tu as 4 départs jour, tu as au moins 20 000. Et parce que tu n'as pas un bon salaire. Et dans ce système que nous on vit, il y a un système que vraiment, c'est-à-dire les commerçants, comme nous, les transporteurs sont d'abord les commerçants. C'est les gens qui calculent et ils ne veulent pas perdre à tout prix. Donc, il peut utiliser l'homme chauffeur comme il veut. C'est-à-dire, c'est des Yaoundé. Ils font 4 départs ou 3 départs par jour. Pour un seul chauffeur. Et vous appelez ça comment? Et nous, les chauffeurs, soit camionneurs, il faut qu'on chasse le prix. On ne peut pas dormir dans la nuit parce que nous sommes pressés. C'est pressé là. Dans la conduite, si un mauvais chauffeur, d'abord, c'est celui qui est pressé. Celui qui est pressé, c'est un mauvais chauffeur. Celui qui veut aller vite, c'est un mauvais chauffeur. Un mauvais chauffeur, c'est celui d'abord qui est posé, calme et qui ne cherche pas à courir derrière quelque chose. Dans les camions et les gros porteurs, il arrive souvent de voir des chauffeurs accompagnés d'assistants chauffeurs. Les assistants chauffeurs qu'on voit souvent prendre le volant lorsque le chauffeur est fatigué, parfois il n'est même pas formé, mais comme il a pris du temps, il a observé, ainsi de suite, il se retrouve chauffeur. Est-ce que le fait d'avoir les motoboys, les assistants chauffeurs, n'est pas une manière aussi d'encourager cette clandestinité qu'on observe dans votre profession? Bon, dans notre, je peux dire, dans la zone CEMAC, on ne peut pas s'en passer local. On ne peut pas circuler avec un camion sans motoboy, puisque les bandits seulement, ça nous dépasse. Il n'y a pas la sécurité. Sur nos axes routiers, il n'y a pas la sécurité. Des fois, ça arrive même que tu roules, il faut que le motoboy sorte derrière. Tu ne peux pas garer n'importe où. Et si vous garez pour dormir, toi, le chauffeur, tu vas te reposer, il faut que le motoboy monte et reste aux aguets pour surveiller les voleurs. Donc, on ne peut pas s'en passer de l'autre là. Les motoboys, pour dire qu'aujourd'hui, les motoboys ne doivent pas aussi conduire, ça, je ne peux pas vous rassurer que quand même, c'est quelque chose que nous tous on a trouvé. Et c'est vraiment... pour ne pas dire que les auto-écoles ne forment pas plus que les chauffeurs, mais il y a d'abord ce qu'on appelle la routine. Dans notre système, il y a aussi les bus, quand tu viens dans des agences de voyage, on te met aussi comme motoboy, étant chauffeur, étant formé dans des centres de formation, on te met aussi à bord pour dire que tu dois observer la route au moins 2 mois. Donc ça veut dire que tu joues dans le rôle de motoboy pendant 2 mois. Bon, peut-être qu'il faut parler de copilote. Et le responsable d'auto-école pourra dire un mot. Merci. Je voudrais d'abord rebondir sur l'avis de Jean-Paul concernant le chauffeur qui a donné le véhicule à son enfant. Quand vous voyez un enfant, cet enfant, il n'a pas 10 ans. Il n'a pas 10 ans quand vous voyez cet enfant. C'est une activité très dangereuse. Il n'y a pas à dire qu'on ne peut être doué. Il a parlé de routine. Même ça, c'est cet esprit de routine qui cause l'accident. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'on va trouver devant. Là, on voit selon la caméra qu'il est seul. On ne sait pas ce qui est derrière. Et ça peut être un autre usager qui vient le percuter à l'arrière. Est-ce que l'enfant aura la maîtrise de la situation? Je ne pense pas. C'est très dangereux, d'autant plus que
L'enfant, lui, c'est déjà un feu vert qu'on est en train de lui donner. Demain, papa sera en train de dormir. Il va prendre les clés du camion. Ses pieds n'arrivent même pas sur les pédales. Vous voyez la jambe de son papa à côté. Oui. Vous voyez comment son papa... Il y a la jambe du papa à côté. S'il y a une situation, même le papa, là, il va peut-être balancer par la vitre. Il va traverser par le pare-brise. C'est très dangereux. Il faut vraiment... Et nous tous, beaucoup d'usagers là le font. On voit des gens le week-end qui prennent leur enfant, mettent au volant, l'enfant est entre les jambes, il arrête le volant. C'est comme ça que ça commence. Dès que tu vas être en train de dormir, l'enfant va démarrer un véhicule en vitesse, il va percuter, te retrouver dans la chambre. Il va casser le mur, te retrouver dans la chambre. Et c'est à cause de ça, les clés, c'est une arme. C'est une arme. Tu ne peux pas laisser ton revolver à la disposition de l'enfant. Parce que ça tue. Ça tue. Et moi, je vois des gens... Un enfant de moins de 10 ans, déjà n'a même pas le droit d'être assis seul. Il doit être assis dans un dispositif homologué, les sièges pour enfants et à l'arrière. Ce sera bouclé. Combien d'usagers même au Cameroun portent la ceinture de sécurité? Justement, il n'a même pas On fabrique des véhicules aujourd'hui qui te contraignent à boucler ta ceinture. Si tu ne la boucles pas, elle va émettre un bip désagréable. Mais les conducteurs se lèvent, bouclent la ceinture avant et viennent s'asseoir sur la ceinture. Ils passent devant tous les contrôles de la circulation. Le policier même le salue en haut. Vous voyez, c'est pour ça que ça fait rire, mais je vous dis c'est très dangereux. Nous sommes très très indisciplinés si on veut parler. Inconscients à la limite. Oui, inconscient, indiscipliné si on veut parler de sécurité, du comportement, du civisme routier. Il faut que les forces de maintien de l'ordre frappent. Bon, dans le cadre du port de la ceinture de sécurité, une fois on faisait une émission avec un responsable des syndicats qui disait par exemple que pour les gros porteurs, lorsqu'ils circulent sur des routes qui ne sont pas en très bon état, c'est un peu difficile pour eux de mettre la ceinture de sécurité. Parce que dans les secousses, entre la ceinture de sécurité qui blesse ici, qui fait mal, ainsi de suite, est-ce que ça peut être ça ne fera pas plus mal que s'il réalise un accident. Donc, quand on nous laisse des prétextes farfelus, ce n'est pas fait au hasard. On a dit ceinture de sécurité, ça fait partie des éléments de sécurité passive dans un véhicule. Le port de ceinture de sécurité n'est pas facultatif, il est obligatoire. On peut être exempt du port de ceinture de sécurité suite à une consultation d'un médecin qui a prescrit soit une femme enceinte, je ne sais pas, pour des raisons quelconques. Non, quand tu es assis, il faut éviter de boucler la ceinture. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais a priori, ça reste obligatoire. Dans le cas-ci, c'est même encore plus approprié parce que c'est ce qui te maintient sur le siège. Quand ça bascule beaucoup, tu vas balancer dans tout l'habitacle, tu vas perdre le contrôle du volant et ce sera la catastrophe. Je veux dire aussi, et ça c'est à titre de conseil, sur nos routes, que ce soit des conducteurs des agences VIP, je m'adresse particulièrement à eux. Bon nombre conduisent bien, mais ils ne respectent pas les dispositions de sécurité parce que je vous prends un défi. Je ne vois pas une agence VIP, de transport VIP, Douala, Yaoundé, où ils font 2 arrêts. Ils ne font même pas des arrêts. Quand ils prennent, Douala, Yaoundé, c'est minimum 5 heures de temps. Le code de la route recommande un repos toutes les 2 heures de conduite. Donc ça veut dire je suis quitté de Douala, j'ai fait 2 heures au volant, je dois prendre 15 minutes de pause. Ça veut dire, pour me rendre à Yaoundé, j'ai besoin de 30 minutes. On est pressé, on va où? Ceux-là, si vous leur demandez de recommencer, mais ils ne sont plus là. Ceux qui sont morts sur les routes, ils devaient dire que si je savais. Il faut, après 2 heures, et ça soulage énormément le conducteur. Quand il commence à bâiller, il ferme les yeux, il ouvre, il frotte, c'est la fatigue. C'est la fatigue et c'est un élément très très dangereux pour la conduite. Je reviens à M. Daïrou qui a dit le rôle du convoyeur, comme vous les appelez, au motorbike, c'est pour assister à la sécurité. Quand le camion est garé pour prendre le vol, il est un peu le gardien. S'il y a crevaison, il assure, il change les pneus. Il n'est pas là pour conduire. Non, c'est pas ça. Ils ont des permis, ils ont des formations. Est-ce que tous ont les permis? Oui, effectivement, ils évoluent. C'est pas que quand quelqu'un est motorbike, c'est pas forcément dit qu'il n'a pas de permis. Je suis promoteur d'auto-école. Oui. La plupart, quand ils arrivent, ils vous disent « je sais déjà conduire ». Effectivement. Je sais déjà conduire, mais ce n'est pas conduire, je sais déplacer le véhicule, c'est ce qu'ils doivent dire. Oui. Je sais déplacer pour un point A pour un point B. Savoir conduire, c'est quoi? Être capable de déplacer normalement un véhicule, connaître, interpréter la signalisation routière. C'est ça. Il y a un ensemble de choses et il faut venir.
j'ai souvent entendu dire que les auto-écoles ne forment pas dans les camions, ne forment pas dans les bus. Ça, c'est archi faux. Cet après-midi, j'ai passé toute l'après-midi à former des conducteurs aux extensions des catégories de permis de conduire, catégorie C et catégorie E, les chariots élévateurs. On forme, venez. On ne parle pas de routine en conduite. D'autres vont te dire, les conducteurs vous le disent, je maîtrise la route. On ne connaît pas la route. Il y a la routine. Non, attendez, la routine, s'il vous plaît, je viens. La routine, c'est ça. Il y a la routine parce que je suis déjà passé ici, j'ai déjà la routine, je suis habitué à cette route. Comme je passe là, je ne sais pas si un arbre est resté tombé à ce virage-là. Quand je suis passé, je vais revenir en vitesse, l'arbre sera une surprise parce qu'il est tombé, je n'étais pas au courant et ça me surprend. Et qu'attends, la conduite, c'est la prévention, il faut être prudent, aller à des vitesses adaptées. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Si on est pressé, c'est pas. Mais dans la conduite, la transition est possible sans recyclage. C'est-à-dire que j'ai un permis qui me permet de conduire un taxi. Autrefois, je conduisais un taxi. Demain, je me retrouve dans un gros porteur. Non. Il y a, chaque catégorie de véhicule a une catégorie de permis de conduire bien précise. Je voulais encore dire, pour avoir déjà le permis de catégorie B, véhicule de tourisme, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500 kg et le nombre de places assises n'excède pas 10, moins de 10 places. C'est 18 ans. Je dis déjà pour la catégorie B. Mais vous voyez là, on a un permis de catégorie C. Je suppose que c'est un gros porteur, si c'est un camion. Il faut avoir 20 ans. Nous, on voit un enfant de moins de 10 ans qui est déjà au volant. Ça, c'est dangereux. Et à chaque catégorie de véhicule, il y a une catégorie de permis de conduire bien précis. Et il y a un âge précis. Celui qui veut conduire les véhicules de transport en commun demande 21 ans. 21 ans, même si à 16 ans tu es capable de conduire, on va te dire non, il faut avoir 21 ans. Parce qu'il y a également la maturité. Il y a également la maturité, la responsabilité. On sous-entend, on a espoir quand même que quelqu'un de 21 ans est un peu plus, ayant passé le permis B, le permis C, le permis D, il a un peu plus de conscience, et il a quand même de l'expérience. Il a quand même de l'expérience. Mais moi, je ne veux pas parler de la routine parce que la routine cause des accidents. La routine, c'est du genre, non, je suis déjà habitué à cette route-ci. Quand je vais traverser ce pont, vous aurez l'occasion de revenir. Quand je vais traverser ce pont, je n'ai pas besoin, il y a une dallette au milieu là qui passe, c'est la routine. Mais demain, quand on va enlever la deuxième dallette, tu vas tomber, tu ne sauras même pas que il faut être prudent. Allez-y. Bon, concernant dans la routine où on parlait de la routine, c'est monsieur Jean-Paul a bien parlé. Quand il avait commencé la première fois d'aller à l'Ouest, et vu un chauffeur professionnel, c'est-à-dire des chauffeurs bus, qui font la route de l'Ouest, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la routine, c'est de maîtriser d'abord le chemin. Quand il fait ça tous les jours, ça devient une habitude. C'est-à-dire ici, il sait que non, je dois rouler en 6e, ici c'est 5e, donc ça devient un réflexe pour lui. Et les trous, comme des nids de poules, si il n'y a pas la routine, tu ne peux pas t'en sortir avec nos routes à nos jours, nos axes routiers, là, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut quelqu'un qui est habitué. Et tu ne vas pas trouver les bus à frapper les trous jusqu'à les pneus éclater. C'est rare des cas. Mais tu vas voir les voitures personnelles ou quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas le chemin. Toujours, ils sont tapés à aller en brousse. Plupart sont eux. Mais quand tu as la routine, c'est rare de faire certains dépassements que le monsieur Jean-Paul avait cité. Quand il y a la routine, c'est-à-dire tu maîtrises d'abord la route, tu connais d'abord ici, à tel destination, tel l'encre où il y a telle possibilité de faire le dépassement, tel endroit, non, c'est ligne continue, et tel endroit, il y a les lignes mixtes. Sauf seulement que tu fais la route, tu peux maîtriser. Avec nos routes qui ne sont pas tracées à nos jours, qu'il n'y a plus même des panneaux de signalisation, la routine compte. Mais Alban parlait tout à l'heure des imprévus, toujours dans la conduite. Oui, je reviens. Selon lui, la conduite ne doit pas tenir compte de la routine. Oui, moi, je préfère qu'on dise expérience. Oui, expérience en conduite. La routine, c'est... Je conduis avec quoi? L'élément principal, c'est la vue. C'est la vue, ça veut dire que quand je vois déjà les trous, on ne va pas me dire routine, je sais quelle vitesse adopter, quelle que soit la route que je vais emprunter. Je pense que quand M. Daïrou parle de routine, quand on prend une route qui est complètement abîmée, ce n'est pas du jour au lendemain qu'un gros cratère disparaît du jour au lendemain. Je pense plutôt que routine, c'est dans le sens que, bon, on a fait cette route plusieurs fois, ça nous permet plus de renforcer la vigilance. Vous avez parlé de la vue, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'information, donc il faut être vigilant, il faut être concentré. Je pense que c'est même l'une des raisons pour lesquelles on a fait cette émission aujourd'hui, parce que
Les conducteurs qu'on a vus là, au moins 3 conducteurs, ils partagent leur concentration et leur attention entre le volant et le téléphone. Et quand on regarde la vitesse à laquelle le véhicule est soumis, ça pose un sérieux problème. Oh non, justement, de la routine. C'est justement ce que je veux dire. C'est le comportement. La routine, parce qu'on maîtrise la route. On maîtrise la route, on peut se permettre. Non. La routine n'a rien à voir. On peut avoir la routine, mais quelle que soit la routine que vous avez, la loi vous interdit de manipuler le téléphone. Donc, imaginez un seul instant que je n'utilise pas mon téléphone. C'est une route que je connais, je suis concentré, je regarde et je maîtrise mes actes que je pose et je garde, j'ai la bonne visibilité. Je reste concentré sur ma conduite. Mais là, dans ce cas, la routine m'aide plutôt. Non, je veux vous dire, monsieur. C'est le chauffeur bus que vous voyez. Il y a une mauvaise, il y a une mauvaise perception du mot routine. Non, le mot routine. Peut-être c'est le mot qui le dérange. Non, moi ça me dérange. Enfin, il faut l'habitude. Non, c'est pas. Il faut les habituer. Non. Ou l'expérience. L'expérience et en tant que formateur. C'est un mot qu'on chasse dans la tête de nos apprenants. Le mot routine. Parce que c'est ça, je vous dis encore. La routine, je me lève. La bonne routine serait de contrôler mes éléments de sécurité passifs, l'état de mes pneus, l'huile dans le moteur. Quelqu'un va vous dire, la routine, je sais à quelle fréquence ça baisse. Non, il faut faire le contrôle. Oui, après, je fais mon contrôle au niveau de mon tableau de bord, je fais mon contrôle au fatigue, je fais mon contrôle sonore avant de mettre mon véhicule en chemin. Mais je dis, c'est l'expérience. La routine est dangereuse. Parce que je vous assure, c'est la routine. Il sait qu'à ce niveau, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de trou. Donc je peux me permettre de regarder un peu mon téléphone quelques 2 minutes. Après ce virage-ci, je peux prendre de l'allure. Parce que c'est imagination. Non, ça, c'est président, non, je suis aussi d'autant plus d'accord avec le mot, avec cette utilisation du mot routine. Parce que la routine amène à quoi? La routine, parfois, vous amène à ne plus faire d'efforts. C'est ça. Ce n'est pas seulement au volant. Ça même dans une zone de confort. Même dans votre travail quotidien, quand ça devient une routine, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qui passent. Vous ne vous réinventez pas. Je vois que vous regardez même là où il n'y a pas de problème. Là où il y a problème d'abord, quand lui-même il parlait des ceintures de sécurité, je suis même étonné. Puisque aujourd'hui, avec nos états de route, lui-même il connaît les camions qu'on a à nos jours. Vous connaissez le système ABS. Vous connaissez bien, avec les disques de freinage, avec les bus, avec les camions. Je vais vous donner l'exemple qui est même devant nous. Des fois, on a vu combien de fois les bus tombaient sur les descentes des falaises. La plupart de nos bus tombaient que sur les descentes. Vous connaissez pourquoi? Pourquoi? Bon, selon notre expérience, nous on a constaté d'abord, il y a les trous, la saleté. Il y a les capteurs, les freins, donc à nos jours, les freins sont basés sur les capteurs électroniques. C'est-à-dire, ces capteurs, si ça prend dans la saleté, si ça prend la boue, dès que tu entres dans la boue, il y a un truc qu'on appelle roue polaire. Donc, qui donne le commandement au capteur de mettre la pression pour le freinage. Et s'il y a la boue entre roue polaire et ces capteurs électroniques, les freins n'obéissent pas. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement. Donc, avec l'état de nos routes, des nids de poules, et quand nos routes sont comme ça, comme vous avez vu, maintenant, et peut-être la route de l'Ouest, allez, vous allez voir comment les plaquettes sautent. Parce que les plaquettes ne sont pas quelque chose qui est fixé avec un boulon. C'est juste les cales comme ça qu'on fixe les plaquettes. Surtout pour les gros porteurs, le bus et le camion. Il n'y a rien qui attrape ça. Rien. Il n'y a pas un truc qui arrête. C'est que le camion est vêtu. Ce n'est pas question des camions. Même un camion neuf, je te dis donc la réalité. Ces camions ne sont même pas faits d'abord pour nos accès, peut-être comme c'est pas conçu pour le camion. Non, il n'a pas terminé, c'est ce qui justifie le non-port de la ceinture. Donc, j'ai dit là, il y a d'abord des problèmes majeurs. Quand on parlait des ceintures de sécurité, ce n'est rien vis-à-vis que les freins qui n'obéissent pas. C'est-à-dire l'état de nos routes pousse à ce que les freins ne vont plus obéir. Parce que les freins sont électroniques et dès qu'il y a la boue dedans, ça n'obéit plus. Et donc, si aujourd'hui on parlait seulement de la ceinture, c'est comme si c'est ça. La ceinture même, c'est obligatoire. Comme tu as dit, c'est pas la ceinture beaucoup plus qui, pour moi, un technicien de la route qui m'intéresse. Beaucoup plus quand les freins, il n'y a pas de freins. Ça veut dire que la ceinture ne sert plus même à rien. Non, vous voyez un peu? C'est-à-dire les plaquettes qui sautent. Aujourd'hui, on ne parlait pas, on parlait ça, selon les statistiques, on parlait toujours de facteurs, donc facteurs humains, on ne parlait pas de l'autre là. Puisque quand tu frappes un trou, les plaquettes sautent.
tu n'as plus de frein. Mais tout le monde sait que la route pose déjà un problème. Est-ce que face donc à l'état de la route, les chauffeurs ne doivent pas adopter une conduite responsable? Cette conduite responsable que vous dites, si vous prenez les gens qui, comme j'ai dit, les chauffeurs, ils vont, certains au quartier, que parce que c'est votre frère, parce que vous ne voulez pas payer cher, ils vont respecter comment? Il faut d'abord les gens qui ont des consciences professionnelles. Donc des professionnels. Mais quand vous embauchez peut-être quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui ne se respecte pas, quelqu'un qui est parce que de votre famille, donc on va trouver donc ces responsabilités. Il n'y aura pas la responsabilité. Parce que il faut d'abord embaucher des techniciens, des professionnels. Vous n'avez pas d'abord pris les techniciens, vous n'avez pas embauché des professionnels. Mais quand il y a l'accident, là, ce n'est pas à pleurer. Vous-même, vous avez d'abord organisé ça chez vous. Et il faut d'abord recruter les techniciens et payer les techniciens. Comme lui, il sait comment il forme le chauffeur. Et certaines entreprises privées qui forment les chauffeurs avant d'embaucher. Lui-même, il sait bien et il n'y a pas des accidents. Il n'y a pas. Ce n'est pas la magie. C'est juste on forme les chauffeurs, on les paye bien, ils dorment bien, ils travaillent 8 heures du temps par jour. Ce n'est pas au contraire nous qui chassons les primes des voyages. Et il travaille 8 heures du temps. Quand il conduit 2 heures du temps, obligatoirement, il doit se reposer 15 minutes, comme il avait dit, c'est normal. Et il a un bon salaire. Qui ne va pas accepter l'autre là? Et tu ne travailles pas dans la nuit. Qui ne va pas accepter? Mais ça, c'est un problème purement camerounais. Jean-Paul Chouniat, ailleurs, quand on regarde par exemple les reportages ou quand on regarde ce qui se fait ailleurs, on parle très peu d'accidents de circulation. Il est vrai que les problèmes de route sont différents, mais il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place pour permettre aux chauffeurs de respecter le basique, le code de la route. Pas besoin de mettre des gendarmes en route pour leur demander de ralentir, ainsi de suite. Il y a des radars, comme au Cameroun, mais ça ne marche toujours pas. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que derrière, il n'y a pas une réelle volonté de mettre définitivement fin aux accidents de circulation, ou alors ce sont les moyens qui manquent, finalement? Bon, avant peut-être d'interpeller les autorités sur la répression à faire pour que les gens ne commettent plus beaucoup de gaffes sur la route, je pense que c'est d'abord une question de responsabilité individuelle. Donc, même si par enchantement tout le monde ne va pas devenir responsable, mais s'il y a une réelle volonté, une conscientisation, une introspection de chaque conducteur qui prend la route et de protéger sa vie, protéger les passagers qu'il transporte, protéger aussi les usagers qui viennent, les autres usagers de la route, je pense que le comportement de l'individu seul ou du conducteur seul pourrait permettre de réduire énormément ces accidents. La preuve, c'est que tout ce qu'on fait comme campagne de sensibilisation est orienté vers qui? C'est toujours vers ces conducteurs. Donc, si ces conducteurs étaient suffisamment réceptifs et responsables, je pense qu'on aurait diminué. Mais c'est dommage parce que quand vous voyez le comportement de certains chauffeurs sur la route, ils cherchent même à contourner le radar. Il y a des jours où il n'y a pas de radar. Mais vous voyez tout le monde aller avec prudence, rouler doucement. Une fois qu'ils arrivent au poste de radar de Lala, ils se disent « Ah, il n'y a même pas le radar en route ». Ils posent le pied sur l'accélérateur. Donc, je pense que le radar aussi, il faut créer cette sorte de, je ne vais pas dire de psychose, mais il faut créer cette sorte de petite peur que quand quelqu'un prend la route où il y a régulièrement le radar, même les jours où il n'y a pas le radar, et c'est justement ça l'objectif, créer cette responsabilisation, cette conscientisation, que quand vous prenez la route, qu'il y ait radar ou pas, vous allez à cette vitesse, et c'est ce qu'on veut. Malheureusement, une fois le poste de radar traversé, on accélère, donc c'est bien dommage. Le gouvernement pourra faire tout ce qu'il pourra, même si toutes les routes sont de bonne qualité, avec de telles attitudes, avec des attitudes où vous avez un chauffeur qui conduit 70 personnes et ne reçoit même pas un appel, mais veut consulter des messages. Quelle est l'urgence à consulter un message? S'il y a une urgence, on vous appelle. Les kits main libres, ce n'est pas interdit. Donc même avec un kit main libre, tout en restant concentré, vous pouvez... En quelques mots, Alban Guessier, on va sortir de l'émission. De votre point de vue, qu'est-ce qui doit être fait pour mettre fin aux accidents de circulation? Surtout, responsabiliser les chauffeurs. C'est quoi? Les renvoyer tous à l'auto-école au lieu de suspendre les permis et puis les rétablir par la suite? Déjà, il faut assainir le processus d'obtention du permis de conduire.
Nous avons fait plusieurs fois des propositions au ministère des Transports parce que nous avions sollicité l'examen de permis par boîtier. Parce que là, il n'y aura plus d'intervention humaine, ce sera automatisé. Tu as passé, les résultats sont immédiatement disponibles. Rehausser le nombre de points à obtenir pour passer un permis de conduire. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'obtenir 24 sur 40. Ça reste faible, on peut augmenter à 30. Et ça va augmenter le niveau de formation dans les auto-écoles. Sur la voie publique, intensifier les contrôles. Parce que je vous promets, partout où il n'y a pas de punition, que ce soit même dans les pays développés, les gens, la nature humaine est ainsi faite. Les gens aiment tricher. Tant qu'il n'y a pas le gendarme ou bien il n'y a pas des forces de maintien de l'ordre pour assainir, ils auront toujours besoin de tricher. Et je veux encore une fois de plus dire à mon cher frère, M. Daïrou, la ceinture de sécurité. Parce que je vous assure, je vous promets, ça sauve. Vous pouvez rouler à 15 km à l'heure qui est sensiblement faible. Vous faites un accident mortel parce que vous n'avez pas bouclé votre ceinture de sécurité. Ce n'est pas le Banguessier qui le dit, ce sont les statistiques, le code de la route. C'est ça qui te maintient attaché dans le véhicule. Quand tu balances, tu cognes ta tête contre l'habitacle ou la carrosserie du véhicule, tu vas être étourdi, tu n'auras plus le contrôle. Donc vous insistez sur le port de la ceinture de sécurité. D'abord, au niveau des chauffeurs, Daïrou, tu es là, qu'est-ce qu'il faut pour les amener à être responsables? Il est vrai que vous avez dit tout à l'heure que vous menez des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation, mais on est d'accord que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas puisque le gouvernement a tout fait. La gendarmerie, la police, prévention, radar, tout ça, ça n'a pas changé, ça fait qu'augmenter. Puisqu'ils ne creusent pas au fond. Je vous ai dit le problème. Nous sommes mal payés et mal entretenus. Si je n'ai pas quoi, la banque à famille n'a pas peur de on dit banque à famille. N'a pas peur de rien. Vous voulez dire n'a pas peur de la mort? Oui, puisque quelqu'un qui a faim, il n'a pas quoi manger, les enfants sont malades de gauche à droite, la femme enceinte. Maintenant, il faut qu'il fasse 4 voyages Yaoundé pour qu'il gagne 20 000 pour donner à quoi, ce n'est que quoi manger à ses enfants. Les chauffeurs ne payent plus, même nos enfants sont renvoyés de gauche à droite puisqu'on n'a plus de moyens. Mais vous voulez avec tout ça là, quelqu'un se comporter comme un responsable. Je ne sais pas s'il va se comporter comme un responsable. Un responsable que sa maison, qui n'a même pas d'abord quoi manger. Je ne crois pas que... Donc, c'est vraiment ce problème. On doit regarder le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, premièrement. Il faut revoir les salaires. Il faut revoir les conditions des travailleurs. Tant qu'il n'y a pas de bonnes conditions, c'est que les travailleurs vont rester toujours de gauche à droite. Comme c'est là maintenant, pas de formation, pas de quoi, pas de responsabilité. C'est lié à ça. Et deuxièmement, puisqu'on a essayé avec la gendarmerie, avec la police, la répression ne réduit pas les accidents. Même si on met 1000 radars, comme le ministre des Transports avait installé, ça a changé quoi? On a maintenant relevé combien des infractions? 2200 en 2024, liées au téléphone. Mais ça a changé quoi? Mais payez bien. Ça c'est de janvier. Payez bien les gars. Ça c'est de janvier à mars. Pourquoi on n'a pas sur 1500 véhicules? Non, rien que le téléphone. Pourquoi on n'a pas mis d'autres? Pourquoi on n'a pas donc cette inflation ne concerne pas les bus VIP. C'est parce qu'ils sont bien payés. Il y a les camions que je ne vais pas appeler le nom. C'est un citerne. Hein? Et ils ne sont pas dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien payés. Ils sont assurés. Mais nous qui sommes dans et avec les vieux camions qu'on a, et peut-être que des boulons tombent de gauche à droite, des camions poubelles européens que nous on utilise ici, vous voulez qu'on respecte les normes européennes. Mais c'est vraiment, il faut revoir. Donc pour le système de human drive du ministère. Pour vous, on doit donc revoir la condition des chauffeurs. Ainsi, ils mettront le pied sur l'accélérateur, sur le frein. Merci à nos invités, merci Alban, merci Daïrou, merci Jean-Paul, merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Le Grand Plateau, c'est la fin. Très bonne fin de soirée, excellent week-end en compagnie des programmes de Balafon Télévision. Rendez-vous lundi, 19h30. Ok.